Bonsoir et bienvenue pour le 7-8, l'actu sur TV Fil 78, le point sur la formation locale de Saint-Quentin en Yvelines à Versailles. Voici les titres de ce 22 mai. Le ton monte à Phébus. La direction de la société de bus à Versailles remporte un premier bras de fer après 10 jours de blocage du dépôt par les grévistes. La justice ordonne aux salariés de libérer les accès sous peine de sanctions financières. Le salon du livre à Saint-Cyr-l'École se déroule ce 24 mai, un salon autour principalement du livre historique. Le commissaire général du rendez-vous est l'invité du journal. Toujours en partenariat avec Radio Sensation, nous irons aussi à Cannes pour suivre les Yvelinois sur la croisette. Kevin Garnichat, comédien originaire de Vélizy, présente Pim Poum, le petit panda d'Alexis Michalik dans le cadre Talent Cannes 2014. La justice a donc ordonné aux grévistes de la société Phébus à Versailles de laisser leur entreprise assurer un service minimum pour les usagers. Et si sur son site internet, la compagnie de transport en bus annonçait aujourd'hui que le blocage se poursuivait, sur place, les premiers véhicules ont pu sortir. Le point complet avec Jérémy Ebras. Ce mercredi, au dépôt de Phébus à Versailles, l'abattement régnait parmi les grévistes. Plus tôt dans la journée, le tribunal a ordonné la fin du blocage du dépôt. David Métain, avocat des grévistes, note néanmoins 2 irrégularités dans la décision du tribunal. Il a fait appel. D'une part, il y a eu un blocage, c'est vrai, mais pas un blocage de l'entreprise et pas un blocage de l'entrepôt. Il y a eu un barrage qui a été fait sur la voie publique. Les bus sortaient du dépôt, mais ils étaient bloqués à 50 mètres du dépôt. Ça veut dire que, en droit, j'insiste, en droit, on est sur la voie publique. On n'est pas dans l'entreprise. Et d'ailleurs, les barrières de l'entreprise étaient fermées par la direction. L'autre point, ce sont les grévistes. 6 ont été assignés. On ne comprend pas pourquoi 220 grévistes sont expulsés alors que seuls 6 sont attrayés en justice. Et le tribunal n'a pas encore déterminé la date de la prochaine audience. Ce jeudi, la situation semblait évoluer dans le bon sens puisque le dialogue s'est établi entre les représentants de l'intersyndicale gréviste et la direction. Des négociations ont commencé ce matin. Le trafic, en revanche, n'est toujours pas revenu à la normale. Selon les grévistes, environ 15% des bus seulement seraient sortis du dépôt. Contactée à plusieurs reprises, la direction de Phébus n'a pas donné suite à nos sollicitations. Pour rappel, les grévistes se plaignent de conditions de travail qu'ils jugent déplorables et réclament une augmentation salariale de 5%. Ce jeudi 22 mai, c'est la journée nationale de prévention de dépistage des cancers de la peau. Dans les Yvelines, à Trappes, l'Institut de promotion de la santé proposait des dépistages gratuits. Une dizaine de personnes s'est rendue sur place ce matin. L'occasion pour le dermatologue de rappeler les 2 facteurs essentiels de ces maladies cutanées. D'une part, l'aspect génétique et d'autre part, les expositions au soleil. Tous les ans, 11 000 nouveaux cas de mélanome sont détectés en France. Y a-t-il des signes qui alertent? Quels sont les types de grains de beauté dangereux? Quelques éléments de réponse au micro de Yolène Torres. Quand le contour devient asymétrique en carte de géographie, quand la couleur n'est plus homogène, quand il évolue, il faut se méfier et consulter. Il faut ne pas s'exposer pendant les heures chaudes de la journée, c'est-à-dire entre en gros 11h et 16h, mettre des protections totales, ne surtout pas exposer les enfants de façon importante sur les plages, et puis se faire examiner par un dermatologue de façon régulière. Avant-dernier volet à présent de notre série sur l'Europe. Avec Europe Direct dans les Yvelines, nous avons choisi de vous expliquer comment intervenait l'Union dans notre quotidien. Ce soir, il est question de la création d'entreprises. L'Europe vous aide déjà en facilitant les démarches pour créer votre entreprise. L'Europe essaye notamment d'instaurer un guichet unique avec une procédure unique pour les 28 pays, donc une procédure unique pour créer une entreprise. L'Union aussi peut vous apporter une expérience professionnelle parce que vous pouvez être un jeune créateur d'entreprise ou vous pouvez souhaiter lancer votre entreprise, mais vous ne savez pas comment faire, vous souhaitez avoir plus de pratique, avoir une véritable expérience en la matière. Donc l'Europe a un programme qui s'appelle Erasmus pour jeunes entrepreneurs et donc qui vise tout simplement à envoyer des jeunes créateurs d'entreprises qui souhaitent créer leurs entreprises ou qui ont déjà créé leur entreprise. Et donc ce programme leur permet d'aller tout simplement travailler dans une autre entreprise à l'étranger, dans une PME, dans l'Union européenne. Et ça va permettre à ces jeunes entrepreneurs d'être coachés par un dirigeant qui a fait ses preuves. Toute entreprise va créer, quand elle crée des produits, va y avoir du travail intellectuel en la matière. Et donc cette création intellectuelle est protégée au niveau de l'Union européenne via notamment tout ce qui est les droits d'auteur. Les droits d'auteur ont été uniformisés au niveau de l'Union européenne et notamment aussi les brevets européens.
Donc on a l'Office européen des brevets qui se trouve à Munich et aussi pour les marques, on a une protection européenne en la matière et c'est l'Office d'harmonisation pour le marché intérieur qui se trouve en Espagne. L'Union européenne a plusieurs instruments financiers pour aider les créateurs d'entreprises, donc il y en a plusieurs. Alors on a principalement donc tout ce qui est la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement. C'est un peu les équivalents de notre banque publique d'investissement, donc ces établissements peuvent vous prêter de l'argent pour vous lancer, pour que vous puissiez lancer votre entreprise. Après, l'Union européenne peut aussi vous mettre en relation avec ce qu'on appelle des business angels, qui vont pouvoir, eux, vous apporter des fonds privés. Culture, les Yvelines à Cannes, Nicolas Kirillovitz et Franck David de Radio Sensation nous proposent de suivre depuis le début de la semaine le festival à travers des rencontres avec des acteurs, réalisateurs, financeurs du département. Ce soir, à l'honneur Kevin Garnicha, il est comédien originaire de Vélizy, l'un des 19 comédiens sélectionnés parmi 836 postulants pour la première édition de l'opération Talent Cannes de l'Adami, passé par le Conservatoire régional de Versailles. Il est au générique de Pim Poum, le petit panda d'Alexis Michalik. Ce court-métrage a été dévoilé à Cannes cette semaine. L'histoire, une troupe de comédiens qui participe à un goûter d'anniversaire dans l'espoir d'être repéré par un professionnel. Kevin qui a même dansé et chanté pour l'occasion et qui a été ravi de cet accueil par la Croisette. Je sais pas, moi je trouve ça incroyable, j'arrive pas trop à m'en remettre encore là pour l'instant, je crois que ça va. En même temps je reste pas très longtemps, moi je reste que 2 jours. Du coup c'est chouette parce qu'en fait ça va tellement vite, on nous dit viens ici, viens à droite, regarde là c'est maintenant, tu montes les marches, fais truc et demain un soir je repars donc je pense que j'ai pas trop le temps de prendre la grosse tête ou que ça me monte à la tête et j'espère que ça me le fera pas. Mais c'est impressionnant, moi je trouve ça très impressionnant. Moi je vois ça tout le temps à la télé et de me dire on fait un peu partie du truc aussi maintenant. Enfin maintenant, juste pour ce truc. Mais... C'est pas facile d'être un panda. Pim Poum ? J'ai l'impression que c'est la première définition du comédien, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'à la base, c'était aussi un peu ça aussi, un comédien qui peut se servir de son corps, de sa voix. Je trouve pas ça du tout antinomique de jouer la comédie, chanter et danser. Et au contraire, j'ai l'impression que ça fait un peu américain ou anglo-saxon, mais je crois que c'est des modèles qu'il faut suivre parce que c'est quand même des sacrés comédiens capables de tout faire. Il faut aspirer à ça, quoi. En tout cas, moi, c'est ce à quoi j'aspire. Le producteur et agent artistique Dominique Besnéard fait une apparition dans ce court-métrage. Il a eu un coup de cœur pour Kevin à qui il prédit un bel avenir à l'image d'un célèbre comédien français. Écoutez. Il est à côté de Pierre Richard, donc je lui souhaite la carrière de Pierre Richard. C'est pas moi qui me suis imposé, il trouvait que c'était rigolo, que vu mon âge et ma situation, je vienne dans un déjeuner d'anniversaire, enfin, une fête d'anniversaire. Cette année encore, la 22e édition du Tibrek a réuni de nombreux sportifs à la queue les Yvelines, des enfants de Trappes, de Versailles, de Mantes-la-Jolie qui se sont initiés à différentes activités sportives sous les conseils avisés de grands champions. Une action au profit d'une association SOS Gazelle. Yolène Torres. Allez, sur 20, c'est parti. Allez, allonge le bras gauche. On a changé de bras les garçons, allonge le bras gauche. 22 ans d'existence et toujours autant de succès. Au Golfe des Yvelines, cette année, le Tibrek accueille 70 enfants de Trappes, de Versailles et de Mantes-la-Jolie. Au programme des ateliers de karting, de boxe ou encore d'athlétisme encadrés par des grands champions. Ryan et Simon, eux, s'initient au golf pour la 2e fois et s'améliorent déjà. Déjà, je tire plus loin. Comment dire ? Moi, je me suis amélioré. Il faut pas forcément tirer fort, il faut bien... il faut s'appliquer, quoi. Maintenant, j'arrive à tirer dans la balle. Avant, j'y arrivais pas. Le haut et le bas, tout ça doit ancrer. C'est comme si on rentrait ses chaussures dans le sol, tu vois. Regarde. Le parrain de cette 22e édition, c'est lui, Stéphane Fraisse, acteur de cinéma mais aussi grand passionné de golf. Alors qu'il prodigue quelques conseils aux enfants, Tatiana Golovine, marraine de l'événement, tente de manier au mieux son club. Je pense que c'est vraiment très important quand on a l'opportunité de pouvoir venir, d'aider, d'intervenir et surtout de partager son sport, ses connaissances et surtout passer une belle journée avec les étudiants, avec les jeunes. C'est devenu une légende le Tibrek. Qui ne connaît pas le Tibrek aujourd'hui après 22 ans de vaillants services pour la belle cause de l'enfance et du sportif et de la réunion de ces deux catégories, c'est-à-dire de ce qui va devenir peut-être un jour un sportif. On part donc de la base et de créer ces moments très, très conviviaux.
En parallèle, un tournoi de golf rassemblant une quarantaine de grands champions était organisé. 100% des bénéfices récoltés seront reversés à l'association SOS Gazelle, une association née il y a 12 ans déjà. En voyant tous ces sportifs de haut niveau, champions du monde, médaillés olympiques réunis, avec derrière une grosse puissance et médiatique et d'image, je me suis dit que ça serait dommage de ne pas en faire profiter les plus jeunes, les enfants qui sont notre avenir. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le sport est rassembleur au-delà des différences, dans une période lourde et difficile. Après le Maroc, le Cameroun ou encore le Sénégal, l'association finance depuis 2 ans des centres pour enfants en France. Des centres axés sur 3 valeurs, l'éducation, la santé et le sport. Et en marge de cette animation, on vous en parlait d'ailleurs brièvement dans ce reportage, une compétition de golf était proposée avec à la clé un titre de champion des champions. Le vainqueur cette année, Cédric Pioline, ancien tennisman. Au total, 20 équipes de 4 champions se sont affrontées, parmi lesquelles vous avez pu reconnaître Lionel Chamoulot ou encore Alain Roche. Rendez-vous lundi prochain dans le 7-8 Sport pour découvrir leurs interviews à partir de 18h30. Sport de rigueur, sport de tradition, le tir à l'arc compte à ce jour près de 70 000 licenciés, un chiffre loin des autres disciplines mais qui n'empêche pas à certains de s'y inscrire en famille. Isabelle, Patrice et leurs 2 enfants décochent les flèches ensemble. Nous les avons rencontrés à Montigny-le-Bretonneux où vient de se dérouler les championnats départementaux. Un portrait signé Anthony Reich. Si chacun a sa spécialité, ils partagent désormais une passion commune pour la cible. Dans la famille Rampon, l'histoire est désormais faite d'arcs et de flèches. Et c'est d'ailleurs Vincent, le fils, qui est arrivé le premier sur le pas de tir. Et son père, Patrice, a vite suivi sa trajectoire. En m'accompagnant sur les concours, parce que sinon je pouvais pas y aller. Donc plus ils m'accompagnaient sur les concours, plus ils remarquaient qu'au final c'était peut-être pas si mal que ça. Donc après ils ont essayé. Sollicité par l'entraîneur de la famille, Alexandra Aurélie décoche ses premières flèches il y a 1 an et demi. Et elle a vite trouvé le centre de la cible. Assez rapidement en fait, et malheureusement maintenant il y a une stagnation qui est un petit peu difficile à accepter, enfin voilà, assez compliqué de gérer la défaite. Ils s'entraînent désormais 2 fois par semaine et essaient de participer ensemble aux compétitions. Mais évidemment, sur le pas de tir, la rivalité est parfois omniprésente au sein de la famille. Entre Vincent, Patrice et Alexandra Aurélie, tout le monde veut réussir le meilleur score. Vincent et moi, et Alexandra Aurélie, qui elle tire depuis moins longtemps que nous, parce qu'elle a commencé il y a que 2 ans. Et donc elle voudrait nous rattraper très rapidement. Il a un peu de mal, mais il y arrive. Donc maintenant il n'y a plus qu'à continuer et il passera peut-être devant moi. S'ils n'ont pas fait leur meilleur volet de la saison sur ce championnat départemental, ces 4 archers auront passé un moment en famille et c'est bien là l'essentiel. Après l'effort, la détente, si les conditions climatiques le permettent. En tout cas, chaque année, l'été est synonyme de barbecue à la base de loisirs à Trappes. Et avant que la pluie n'arrive, le soleil a brillé en fin de semaine dernière. Il n'y a plus aucune place sur la grille du barbecue. La glacière est pleine, pas un nuage aux environs. Tous les ingrédients pour une première après-midi au soleil réussie semblent réunis. Elle est bien, et puis on n'est pas les uns sur les autres, il y a beaucoup d'espace. Voilà. Puis les enfants ils ont de l'espace pour jouer, ils sont tranquilles, ils font leur vie, ils peuvent courir. Chacun ramène à manger et à boire. Au menu, brochettes, poulets, saucisses, merguez. Tout est prêt à être grillé. Quelques arbres plus loin dans cette famille d'origine malgache, les hommes s'occupent des grillades, les femmes préparent les salades. Là c'est du poulet, en fait c'est déjà macéré depuis ce matin. Et de la sauce soja, qu'est-ce qu'il y a encore, du poivre et du sel en fait. Et avec une touche de miel pour l'aspect sucré, en famille, entre amis, ils ne loupent jamais l'occasion de profiter du soleil sur Saint-Quentin en Yvelines. Et évidemment, après un tel barbecue, la musique permet de continuer la fête sous le soleil. Et ils comptent bien danser jusqu'à la tombée de la nuit. Malheureusement, le barbecue sera difficilement installable ce week-end. Météo France annonce de la pluie jusqu'à dimanche soir. L'occasion de privilégier les manifestations bien à l'abri et pourquoi pas le salon du livre de Saint-Cyr-l'École. Bravo pour cette transition. Je vais me féliciter maintenant. Bonsoir Philippe de Boucaud et bienvenue. Merci d'être venu jusqu'à nous, même si la circulation est parfois difficile entre Saint-Cyr-l'École et Saint-Quentin en Yvelines. Commissaire général du salon littéraire 2014 à Saint-Cyr, salon qui se déroule samedi après-demain. Ce sera la 3e édition. Particularité associée
la lecture et la découverte du patrimoine, de l'histoire. Alors pourquoi cette thématique autour du livre historique ? Absolument. Écoutez, d'abord bonsoir. On peut pas évacuer l'histoire du lycée militaire, c'est impossible. Les personnages qui ont contribué au rayonnement de l'institution, d'abord la maison de Saint-Louis avec Madame de Maintenon, ensuite l'empereur, le Prytanée impérial et puis l'école spéciale militaire. C'est vrai qu'on peut pas s'extraire de cet élément-là. En revanche, on se sert de cet univers-là pour rebondir sur d'autres types de littérature. Alors l'histoire et puis maintenant le roman historique sont très présents. On a une littérature aussi, on va dire, militaire, avec beaucoup d'auteurs qui viennent de différents horizons, civils et militaires d'ailleurs. Et puis on s'ouvre à tout type de littérature, la poésie, le théâtre, le roman, la fiction, avec toute une gamme d'auteurs plus ou moins éclectiques. Et ça se déroule au lycée militaire, lieu emblématique de cette ville de Saint-Cyr-l'École. C'est l'occasion aussi de découvrir ce site, puisqu'il est ouvert. Absolument. C'est la seule fois avec les Journées du patrimoine où le lycée militaire est ouvert au public. C'est vraiment important que les Saint-Cyriens et les gens autour puissent rentrer dans cet environnement qui fait à peu près le quart de la ville. C'est 25 hectares et ça leur est ouvert. Ils peuvent découvrir la tombe de Madame de Maintenon, ce musée qui est absolument somptueux, qui a un petit écrin directoire dans lequel on redécouvre énormément de choses très intéressantes. C'est vraiment l'occasion aussi de se balader. Et on en a fait une journée d'animation où on ne va pas retrouver simplement du livre. On a envie que les gens puissent s'amuser, manger, boire un coup et passer un bon moment. Et tout de même lire un petit peu, puisque c'est un salon littéraire. Alors quels sont les auteurs présents ? Est-ce que ce sont des auteurs locaux ? Pas forcément. Alors des auteurs locaux, c'est évident qu'on privilégie leur présence et qu'on les invite, que ce soit qu'ils soient issus du département général, bien entendu. On sait que les villes dans les Yvelines, sont très, ouvertes à la publication de certains ouvrages, les villes comme les associations, mais évidemment pas seulement. Nous avons des gens qui viennent d'univers très vastes. Alors des têtes d'affiche, pas forcément, parce que l'idée c'est un petit peu de se démarquer, etc. En revanche, on a des gens passionnants comme certains comme des confrères à vous, qui soient journalistes, reporters ou on va dire plutôt géopoliticiens. Mais Mona Interman nous fait l'honneur de venir. C'est vraiment ça sera très intéressant. Elle va rester un bon moment en plus. On a bien une star locale avec son padre blog, l'abbé Grosjean, qui sort à je ne sais plus combien de centaines, dizaines de milliers d'exemplaires dans je dirais la littérature de société. Voilà, nous avons aussi des ambassadeurs, je crois que on est allé plutôt chercher des métiers et des gens qui avaient envie de raconter une histoire et qui avaient envie de. Nous avons aussi cette niche qui est plus qu'une niche, puisqu'il y a une trentaine voire une quarantaine d'auteurs qui viennent des Outre-mer. C'est la 3e fois qu'ils reviennent et ils font le voyage exprès, donc on est très honorés de les recevoir. Et cette année aussi, on a suivi les traces du salon du livre de Paris et on accueille les auteurs du bassin des pays du Congo, donc avec une ouverture supplémentaire. Donc il y en aura forcément pour tous les goûts samedi sur ce salon littéraire. Avant que vous nous disiez si la fréquentation répond bien à vos attentes depuis la création, un micro-trottoir, quel est votre livre de chevet en ce moment et pourquoi? Vos réponses. Jean-Christophe Granger. C'est la suite des Rivières pourpres, etc. Voilà. Je suis en train de lire Le siècle de Ken Follett. J'ai toujours un livre sous la main. Ouais. Ça me permet de m'évader, d'oublier la journée et de plonger dans autre chose que le quotidien. Dernier arrêt avant l'abattoir. Villa Vanille. Ça détend, ça permet de se reposer intellectuellement. J'en ai au moins 300 livres chez moi, alors j'ai lu beaucoup, je lis beaucoup moins. Jack London. Aujourd'hui, Musso, les romans de ce style-là, oui, tout à fait. Mais en vacances. C'est Blanche-Neige et La Bête et la Bête.
La Bête et la Bête, pas mal celui-ci. On a entendu beaucoup de titres, toujours des raisons diverses, mais le public aime lire. Plus de 440 millions d'ouvrages qui se sont vendus en 2012. Ça diminue un petit peu chaque année, mais ça reste tout de même très fort. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, les salons littéraires se portent bien, les gens aiment lire. C'est vraiment excellent et on se rend compte que même en tant qu'organisateur, on voit que ça se bouscule au portillon, qu'il y a énormément de réunions et littéraires. En particulier, c'est ce qu'on appelle les spring salons. Les gens vont lire pendant leur été, il faut leur donner des choses à lire. Il faut Et c'est vrai qu'on donnera le programme samedi, vous verrez, il y aura beaucoup de choses très intéressantes, du roman, de la poésie, du théâtre. Et je vous donnerai le programme sur place. Et une fois de plus, le but, ce n'est pas de faire un rendez-vous élitiste. Vous nous l'avez dit, c'est de s'ouvrir au plus grand nombre. C'est très clair, c'est de s'ouvrir absolument au plus grand nombre. Ça, c'est vraiment très important. Ouvrir à la littérature et à la découverte. La fréquentation sur ce salon, sur les précédentes éditions? Eh bien, écoutez, Saint-Cyr construit son public. Donc, on ne va pas dire que c'est le Salon du Livre de Paris. Mais on était extrêmement optimiste et on a été cette fois-ci aidé par tous les acteurs des villes avoisinantes qui tout simplement sont au courant, sont informés et ont ventilé l'information. Donc voilà, donc on vous dira ça samedi soir. On sera très heureux de compter le plus grand nombre de visiteurs. Au programme notamment exposition, café littéraire aussi, et puis des élèves du collège Jean Racine qui seront présents. Vous les avez associés aussi sur ce rendez-vous? Absolument, c'était très important. Les élèves du collège Jean Racine, ainsi que ceux du lycée Mansart, Perrin et du lycée militaire, bien entendu. Alors, le lycée militaire, c'est un petit peu différent parce qu'ils sont chez eux, ils sont en week-end. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas tellement, le proviseur n'a pas forcément envie de les obliger. En revanche, que ce soit Mansart ou avec leur classe cinéma ou le CDI de Jean Racine s'associent d'une manière très active, puisque notre objectif, c'était de leur faire lire certains ouvrages, de les mettre en contact avec certains auteurs. Mais surtout, là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le CDI et la classe du journal, encore de jeunes confrères à vous, du JT de Jean Racine, vont venir et vont justement filmer le café littéraire qui aura lieu de 14h30 à 19h toute la journée, avec, je dirais, un filage de tous les auteurs qui vont passer, interrogés par Karine Anne, la romancière, qui est vraiment passionnante et qui sait un petit peu décortiquer, aller au-devant, au-delà des lignes, on va dire. On termine par le clou de cette cérémonie, de cette fête du livre, c'est le prix. Il y a un prix qui est remis par la ville. Quels sont les critères? Alors, les critères, c'est... je crois, je ne fais pas partie de ce jury, même si j'en oriente les personnalités, c'est que ça soit lisible par tout le monde. Et qu'on puisse se retrouver, que ce soit dans la littérature jeunesse, etc., que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc, voilà, ce sont des critères extrêmement simples. On doit y trouver du plaisir. Voilà. Et donc, le jury reçoit certains ouvrages, mais vous savez que c'est un petit peu compliqué d'envoyer. On a quand même presque 80 auteurs, donc on n'enverra pas les 80 ouvrages. Mais en revanche, ce jury va travailler toute la journée et en fin de journée sera tout à fait apte à se faire une bonne idée. Entre 10h et 20h, salon des livres à Saint-Cyr, l'école au lycée militaire. Une toute dernière question. Votre livre à vous de chevet en ce moment? Votre livre coup de cœur? Mon livre coup de cœur, Edgar Faure de son petit-fils Oppenheimer, qui est très intéressant. Secret de famille, secret d'État. On trouve des choses assez piquantes. Et l'actualité, l'histoire se renouvelle toujours et Edgar Faure est encore très présent chez nous. Merci Philippe Deboucquot d'être venu sur ce plateau du 7-8 L'Actu. Merci infiniment. Prochain journal demain vendredi, il sera principalement question de rythme scolaire à la veille d'une grande mobilisation des élus, des parents d'élèves aussi hostiles à la réforme qui se déroulera à Paris. Et puis nous reviendrons sur l'essentiel de l'information de la semaine, forcément. Excellente soirée.